Bonjour, moi je vais vous parler je vais avoir la difficile tâche de prendre la suite de Jean-Marie, de choses beaucoup plus terre à terre. Ah ben, je me demandais où c'était. Moi aussi. Ah mais je suis rentré par la gauche, j'étais sorti par la droite. C'est bon, c'est bon. Ah ouais. Bon, bah, du coup j'avais attaqué. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est principalement de véhicules, la motorisation des véhicules, mais vous allez voir de manière très macroscopique, tout à fait une approche différente de celle de Jean-Marie. On va être beaucoup plus sur le système. On va regarder un petit peu ce que l'on appelle une motorisation conventionnelle, c'est ce qui roule à peu près dans la rue à 98%. Motorisation électrique, je pense que vous connaissez également, on ne va pas tellement s'apesantir, mais voir un petit peu les grands principes. Les motorisations hybrides qui commencent vraiment à être bien connues maintenant depuis 20 ans, également voir des principes. Quelques mots sur l'exemple de Toyota, qui est assez remarquable dans la manière dont ils ont approché le problème. Et puis on viendra sur des solutions qui sont plus avancées, qui sont celles sur lesquelles on travaille maintenant, qui sont l'hybride rechargeable. Et puis je conclurai sur quelques perspectives de marché que j'ai volées quelque part, qui ne sont pas les nôtres, pour présenter un petit peu ce que l'on imagine être le futur. Donc juste quelques mots. Moi, je suis chercheur dans un centre de recherche qui est un EPIC, comme le CEA. On est un tout petit CEA autour de l'énergie. Vous voyez, 1600 personnes, plus de 1100 chercheurs. On a un site sur Rueil, un site sur Solèze, et on est labellisé Institut Carnot. On fait beaucoup de choses autour des véhicules. Dans la partie haute, on va surtout s'occuper d'évaluer des véhicules, de les tester, dans la perspective de bâtir des modèles de simulation qui soient robustes. Et dans la partie du bas, en s'appuyant sur ces modèles, eh bien, on va chercher à mettre des composants innovants dans ces véhicules pour améliorer leur fonctionnement. Et donc tout ceci tourne, et puis de temps en temps, le plus souvent possible, on sort avec un produit. Donc les chercheurs produisent des papiers, des articles, mais on essaie de produire également des choses en association avec des entreprises, ce n'est pas nous qui fabriquons, mais des composants qui vont être proposés sur le marché. Ici, on a le cas d'une machine électrique. Voilà. Et c'est les recherches que l'on mène sur tout ce type de véhicules que l'on a beaucoup testé, beaucoup démonté, beaucoup simulé nous-mêmes, et puis des laboratoires avec lesquels on est associé. C'est un petit peu ce qui va faire la trame de mon discours ce soir. Bon, de manière très simple, tout d'abord, on va enfoncer quelques portes ouvertes, mais un véhicule qui se déplace, on a besoin de stocker l'énergie à bord, on a besoin de transformer l'énergie pour l'amener jusqu'à une énergie mécanique, et la totalité de nos véhicules qui roulent sur les routes sont mus par cette énergie mécanique. On a donc besoin très macroscopiquement de mettre tout ça dans notre système de motorisation. Et si on en vient maintenant à un véhicule conventionnel, eh bien, notre réservoir d'énergie, ce sera sous forme d'un hydrocarbure, essence, gazole, gaz naturel, GPL, qui va donc nous assurer la réserve d'énergie. Et puis un transformateur qui est un moteur thermique à combustion interne, à allumage commandé ou allumage par compression, machine alternative qui va nous transformer l'énergie du carburant en énergie mécanique. On a donc une réserve d'énergie qui nous assure l'autonomie et un transformateur qui va nous fournir la dynamique. Si le tuyau qui alimente le moteur en carburant est correctement dimensionné, le moteur thermique va pouvoir fournir toute la puissance pour laquelle il a été déterminé. Donc voilà très simplement ce que l'on peut dire d'un véhicule conventionnel. Et puis de temps en temps, on passe à la pompe, on remplit notre stockage de carburant. Et bien malheureusement, il n'y a pas de solution parfaite. On va émettre des polluants locaux autour de ce véhicule, principalement des polluants atmosphériques. Certains sont toxiques, voire très toxiques, comme le monoxyde de carbone. On va également émettre des émissions de bruit. Donc vous voyez qu'en région d'Île-de-France, nos polluants, oxyde d'azote et particules, par rapport au total qui est émis, on est entre 30 et un peu moins de 60%, donc ce n'est pas du tout négligeable. Et puis on va émettre également des polluants globaux comme les effets de serre, qui participent à l'effet de serre et au bouleversement climatique que l'on commence à constater. Donc là, je ne vous apprends rien, mais vous voyez que dans les différents pays
que l'on peut rencontrer. Tout le monde, tous les pays ont des programmes qui visent à tendre à baisser les émissions de CO2 des véhicules qui sont produits par les constructeurs et donc accessibles sur le marché. Là, il n'y a rien de nouveau et on va voir que l'hybridation va être un des moyens que l'on peut mettre en œuvre pour essayer de baisser ces émissions de CO2 des véhicules routiers. Alors une méthode est de substituer à la motorisation thermique une motorisation électrique sur la base d'un véhicule électrique. Et on va donc avoir ici une batterie qui va avoir la particularité de faire la réserve d'énergie et également la réserve de puissance. Notre batterie va être dimensionnée, on a un rapport puissance-énergie, on veut de la puissance pour faire la dynamique, on veut de l'énergie pour assurer l'autonomie du véhicule. Donc autonomie et dynamique, elle va donc alimenter une machine électrique, donc tout ça est réversible, qui va nous transformer toujours tout ça en énergie mécanique pour assurer la propulsion du véhicule. À noter que c'est un véhicule qui, en urbain, ne présente pas d'émissions locales aux faibles vitesses, très peu de bruit et pas d'émissions de polluants. Les émissions de polluants, attention, on va les retrouver ailleurs. On va donc les retrouver au bout de la chaîne de production d'électricité. Il n'y a pas de mystère. Au moins, elles ne sont pas en ville, elles ne sont pas sous le nez des passants, mais il s'agira cette fois-ci de faire ce qu'on appelle une analyse de cycle de vie complète. C'est une méthode qui commence à être bien rodée maintenant. Et l'approche de ce véhicule ne peut bien sûr plus être assurée localement au niveau du véhicule. Il va falloir prendre tout le système énergétique qui va avec. Ça, c'est des choses qui sont maintenant bien travaillées. Donc ce véhicule électrique, on commence à avoir des autonomies qui sont intéressantes. On a toujours des problèmes de prix. C'est encore un véhicule qui coûte cher. Et dans ce véhicule, c'est la batterie qui est encore quelque chose de très onéreux. Jean-Marie a dû en parler, mais donc j'en dirai pas plus. Vous voyez que les prix commencent à baisser sensiblement. On voit une publication ici de Renault qui nous indique qu'au tournant des années 2020, le TCO d'un véhicule électrique devrait passer en dessous du TCO d'un véhicule conventionnel. Donc ça, c'est une approche purement mercantile. On pourrait penser que si les centres-villes de nos villes européennes, que l'Europe, un certain nombre de pays ont été taxés récemment de laxisme par le Parlement européen, donc on peut penser que des mesures pourront être prises dans le futur pour interdire l'accès des centres-villes aux véhicules qui polluent localement. Ça pourrait constituer une autre incitation à utiliser ces véhicules que le TCO. Néanmoins, pour l'instant, les constructeurs pensent que les gains qu'ils vont réaliser vont faire que ce TCO pourrait passer en dessous dans un futur plus ou moins proche de celui du véhicule conventionnel. Tout ceci est fonction d'un tas d'hypothèses, évidemment. Il faut être prudent sur les hypothèses. Ça n'est pas le cas général et il faut aller dans le détail pour établir ce genre de bilan. Pour ce qui est de l'autonomie, vous voyez qu'on a, là, c'est tout un tas de véhicules qui ont été, en fonction de leur année de mise en circulation, présentés, et on voit qu'on est passé en quelques années de 150 à plus de 400 km, par exemple, pour une Zoé. Alors attention, on va le voir tout à l'heure, on y reviendra, mais ce sont des autonomies qui sont mesurées sur un cycle d'usage qui est bien particulier, et on va voir que la consommation d'énergie et donc l'autonomie du véhicule sont assez directement liées aux conditions d'usage. Donc tout ceci, pour pouvoir comparer, il a au moins un avantage, ce cycle, même si on l'a changé maintenant pour un cycle un petit peu plus réaliste. Ça, c'est des données qui datent d'il y a un an ou deux. Il a l'avantage de permettre de comparer nos véhicules. Et on a fait beaucoup d'essais et de calculs pour voir l'influence du type de circulation sur la consommation d'énergie qui nous donne directement l'autonomie du véhicule. Et on obtient ces courbes en cloche, vous voyez là. On a fait pas mal d'essais sur des véhicules qui n'étaient pas de la dernière génération en fonction de la vitesse moyenne du cycle. Et on voit qu'on a des cycles urbains là, qui sont assez favorables. On va être dans les 100 Wh par kilomètre, mais vous voyez que très rapidement, ça peut très vite dégénérer si on monte la vitesse du véhicule. Et paradoxalement, si on la baisse aussi, parce qu'on a un certain nombre d'auxiliaires dans le véhicule qui vont consommer à l'heure plutôt qu'au kilomètre. Et bien évidemment, lorsque la vitesse du véhicule ralentit, en dessous d'une certaine vitesse, l'effet de ces auxiliaires ici va nous faire remonter la consommation d'énergie. Donc on travaille pour essayer d'aplatir cette courbe, de la monter, mais vous voyez que pour une même vitesse moyenne, si vous changez le conducteur du véhicule, si vous mettez un conducteur agressif,
eh bien, vous allez avoir des surprises parce que les autonomies ne vont pas être du tout les mêmes. Ça ne change rien, c'est déjà vrai pour un véhicule thermique. La grosse différence, c'est qu'au lieu d'avoir 1000 km, vous aurez peut-être 600 km d'autonomie. Ici, au lieu d'en avoir 300, vous allez tomber à 150. Donc ça commence à prendre une signification particulière dès l'instant où l'autonomie est du même ordre que la réserve que vous avez quand le voyant de votre véhicule à essence s'allume. Donc psychologiquement, ce n'est pas simple pour le conducteur. Une autre particularité de ces véhicules, c'est que quand il fait 20 degrés, tout va bien, mais si on vient l'utiliser quand il fait froid ou quand il fait chaud, eh bien, on va avoir à bord une pompe à chaleur qui va produire le frais l'été et produire la chaleur l'hiver. Et on a également fait pas mal d'investigations. Vous voyez qu'on a différents niveaux de puissance. Et bien, on voit que la consommation peut augmenter sensiblement lorsque l'on actionne ces auxiliaires. Donc, prudence, quand on combine ceci plus ceci, on peut avoir des surprises. Et je dirais que les constructeurs ont bien compris ça. Quand vous regardez n'importe quelle annonce d'un constructeur, vous verrez qu'on vous annonce des kilomètres selon la norme et ensuite on vous donne des indications. Sur les sites des constructeurs, vous avez même des calculateurs, des simulateurs qui essaient de vous donner votre autonomie en fonction des usages. Donc là, les constructeurs n'essaient pas de vendre des vessies pour des lanternes, ils sont confrontés à un problème et je dirais qu'ils l'abordent de manière assez sereine, en général. Ensuite, on a dit qu'on allait devoir réaliser un bilan global du véhicule, et ça, c'est des données de l'ADEME, donc on y travaille encore pour les affiner sur ces données avec eux. Mais vous avez 3 phases dans un véhicule. Vous avez la construction, en partant des minéraux, il faut construire le véhicule. À l'autre bout, il faut le démanteler et essayer d'en recycler, bien sûr, le plus possible, de manière propre. Et puis, entre les deux, vous avez l'usage. Donc ici, la construction et le démantèlement, c'est des choses qui sont assez bien maîtrisées, qui vont dépendre du véhicule, assez peu de la manière dont on le fait, peut-être la batterie, le pays où on va la construire. Et puis entre les deux, eh bien, l'usage, ce que vous allez émettre, donc c'est des émissions de CO2, va être tout à fait lié à l'électricité que vous allez utiliser. On a pris ici 2 cas, l'ADEME a considéré 2 cas assez différents. La France qui a vis-à-vis du CO2 un mixte qui est très très performant, très propre, et puis l'Allemagne qui roule beaucoup au charbon, particulièrement dans l'Est, et vous voyez que les courbes sont très très différentes. Néanmoins, on a positionné ici un véhicule diesel et un véhicule essence. Donc le véhicule diesel a tout un tas d'inconvénients. Pour le CO2, il présente l'avantage d'en émettre un tout petit peu moins, comme vous voyez. Mais ce qui est intéressant à considérer, c'est que la durée de vie d'un véhicule, c'est entre 100, 120, 150 000 km. Donc on va être plutôt sur la partie droite. Et vous voyez que bien qu'au départ, le véhicule électrique va avoir un passif, c'est net, du fait essentiellement de la fabrication de sa batterie par rapport à un véhicule conventionnel. Mais vous voyez qu'au long de l'usage, la rapidité va dépendre de la propreté, si l'on peut dire ainsi, de l'électricité. Mais vous voyez qu'au final, on va arriver à un véhicule qui devrait émettre moins de gaz à effet de serre que ses équivalents diesel et essence. Même si vous gardez le véhicule 1 an ou 2 et que vous le revendez, sauf accident, le véhicule va plutôt venir faire 100 000 km et plus, et son bilan global va redevenir positif. Effectivement, si vous détruisez le véhicule au bout de 20 000 km, là, on a un problème. En général, on va se situer plutôt sur la droite, mais vous voyez que rien n'est gagné, a priori, et que c'est une étude assez complexe qui est globale, qui est à mener ici. Alors maintenant, venons-en à nos véhicules à motorisation hybride. On va souvent s'inspirer d'un véhicule conventionnel, on retrouve des choses que l'on a déjà vues tout à l'heure, et on va ajouter une motorisation électrique, et vous voyez que ce qui est particulier, on l'illustrera avec le cas de Toyota, c'est que l'on va mettre une toute petite batterie dans ce véhicule, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va découpler les contraintes. On va donner les contraintes de réserve d'énergie au réservoir de carburant, qui a des densités d'énergie en watts par litre ou watts par kilo qui sont au moins de 2 décades de plus que celles de la batterie. Donc bien adapté au stockage de l'énergie. On va donc utiliser le carburant pour ce qu'il sait bien faire, c'est-à-dire stocker beaucoup d'énergie dans un petit volume, une petite masse. Et on va utiliser la motorisation électrique, mais cette fois-ci, on ne va plus demander à la batterie de stocker l'énergie, on va utiliser la batterie pour ses capacités en puissance et sa réversibilité, ici. On parle d'un tampon de puissance, et vous comprenez que l'approche de l'hybride, la plus simple, c'est que la machine électrique qui est ici va venir aider le moteur thermique
lorsque nécessaire, et elle va venir récupérer de l'énergie au freinage lorsque c'est possible. On va donc avoir de l'énergie qui rentre et qui sort, mais c'est de l'énergie en général à très haut niveau de puissance, et ça représente quelques centaines de watts qui rentrent et qui sortent. On a du swing au niveau de cette batterie. Vous notez qu'elle n'est pas rechargeable de l'extérieur. Quelqu'un qui a un hybride comme une Prius peut très bien ignorer totalement qu'à bord, il a une batterie de puissance. Donc on va arriver comme ça à réduire les émissions de polluants du moteur thermique parce qu'on va arranger la manière dont il fonctionne. On pourra réduire les émissions de bruit également parce que de temps en temps, on va pouvoir s'affranchir du moteur thermique. Néanmoins, tout ceci, ça fonctionne avec du carburant. Pour tout ce qui est les hybrides Toyota, c'est de l'essence et on fait le plein moins souvent, mais on fait le plein de carburant. Donc ces véhicules, on va donc s'appuyer sur cette synergie entre les deux motorisations en séparant les contraintes d'énergie et de puissance. Et puis, on va faire une optimisation poussée du moteur thermique, de son usage, mais finalement, on ne va rien faire de plus. Stop-start, on y reviendra, boost et mode tout électrique un tout petit peu en détail, la récupération au freinage, et on a un seul vecteur énergétique ici au niveau de ce véhicule. Ce n'est donc pas un bouleversement total, c'est plutôt dans l'optimisation assez futée en utilisant l'électricité du fonctionnement de ce moteur. Bon, le stop-start, c'est déjà bien connu maintenant. Ça, c'est l'ancien cycle européen qui a été donc changé à partir de l'année dernière. Mais vous voyez qu'il y a une partie urbaine, une partie extra-urbaine. Un véhicule conventionnel, vous tournez la clé de contact et le moteur thermique va être utilisé pendant tout le cycle, soit pour faire avancer le véhicule, soit ce qu'on appelle le ralenti lorsqu'on est à l'arrêt. Là, je ne vous apprendrai rien. Eh bien, le stop-start, c'est une solution très simple qui se dit finalement on va arrêter le moteur thermique à l'arrêt et on va donc économiser plus ou moins de consommation, bien sûr beaucoup plus si on est en urbain que si on est sur route ou autoroute où il n'y a plus de potentiel. Alors ça c'est la théorie, mais on s'aperçoit qu'en pratique ça ne marche pas si bien parce que si vous sortez de votre garage le matin, que votre moteur et votre catalyseur sont froids, eh bien si vous commencez à les arrêter toutes les 30 secondes, ça ne va pas aller, ils vont mettre beaucoup plus longtemps à chauffer et à la limite vous pouvez émettre plus de polluants que si vous n'avez pas le système. Donc les constructeurs ont travaillé sur une sorte d'optimum ici et on voit que les premières minutes, on ne met pas le système en action parce qu'on essaie de faire chauffer tout ça, moteur et catalyseur, le plus vite possible. Éventuellement, on peut même avoir des résistances électriques que l'on va mettre dans le pain de catalyse pour le faire chauffer plus vite, voire dans l'eau du moteur thermique. Le but ici, c'est de faire monter les températures pour que la réaction de catalyse s'active et que l'on ait bien une dépollution des gaz d'échappement. Alors les constructeurs, les équipementiers travaillent beaucoup là-dessus, bien sûr, pour essayer de réduire cette durée pendant laquelle le système n'est pas en action. Alors après, il y a deux grandes familles. Il y a les familles un peu luxe, où on remplace cette pièce que vous connaissez sans doute, qui est l'alternateur, à bord d'un véhicule. Donc une machine électrique, c'est assez fantastique, c'est une machine qui a 4 cadrans, vous pouvez l'utiliser sur les 4 cadrans, et malheureusement, l'alternateur d'un véhicule n'utilise qu'un seul cadran. Également, le démarreur, un seul cadran. Ici, l'intérêt, c'est que cette machine va utiliser 2 cadrans, elle va être à la fois démarreur lorsque le moteur est à l'arrêt et génératrice lorsque le moteur fonctionne. Malheureusement, ça coûte assez cher, il faut modifier la poulie, les courroies. Si on veut mettre moins d'argent, on va garder nos 2 machines, un démarreur et un alternateur, et simplement on va renforcer le démarreur, on parle de démarreur renforcé. Au lieu de faire peut-être 30 000 démarrages, vous allez en faire 300 000. Eh bien, il faut que tout ça, ça tienne. On renforce également la batterie. Ça, c'est des choses qui vont être le véhicule de demain, pratiquement 100%, d'ici au moins en Europe. Quelques années, va être bâti sur ce type. Quand le véhicule s'arrête, le moteur s'arrête. Pour nos enfants, ça paraîtra quelque chose de complètement anodin, normal, mais néanmoins, on a tout ça à assurer. Il faut bien gérer la batterie pour être sûr de redémarrer, bien gérer le moteur thermique et le catalyseur, on en a parlé, bien gérer l'énergie si vous êtes dans un bouchon, que vous vous arrêtez trop longtemps, eh bien, il va falloir redémarrer, sinon la batterie va trop se décharger. On a une gestion des transitoires pour que tout ça marche bien. Et puis, on peut avoir une petite récupération, même si c'est peu, c'est gratuit. On peut capturer un peu d'énergie lorsque le véhicule freine via la machine électrique. Pas celle-ci, mais plutôt celle-ci. Et puis, avec ce système-là, on a un démarrage très silencieux du moteur thermique avec très peu de vibrations.
Les systèmes, les premiers, c'est assez simple. Donc là, le véhicule décélère, c'est de la vitesse en fonction du temps, il est à l'arrêt et il redémarre. Eh bien, le système stop-start va s'appliquer là. Ça, c'est les systèmes les plus simples. Et on a maintenant des solutions beaucoup plus complexes, où ça, c'était du 12 volts au départ. Maintenant, on monte sur du 48 volts et on a une machine plus puissante et on va donc pouvoir offrir plus de fonctionnalités. Et on a toujours l'arrêt, mais vous voyez qu'on peut faire ce que les anglo-saxons aiment bien et appellent du creeping, pour ceux du décollage véhicule, du rampage, un autre mot, sur un véhicule type États-Unis avec boîte de vitesse automatique, quand vous lâchez toutes les pédales, le véhicule avance. C'est très pratique quand vous êtes un petit peu en pente, il faut y faire attention, et on peut reproduire ça avec la machine électrique. On peut également arrêter la machine quand vous n'êtes pas à l'arrêt. Si le feu rouge est devant vous, vous levez le pied de l'accélérateur, votre moteur thermique s'arrête, on coupe l'injection. Si le feu passe au vert, vous rappuyez sur la pédale. Avec ce système-là, ça peut poser des problèmes de synchronisation. Avec les nouveaux systèmes qui sont développés, vous rappuyez sur la pédale, le moteur repart. Tout ceci est automatiquement géré. On récupère donc un petit peu dans les décélérations. Et puis là, ça commence, c'est un tout petit peu abusif encore, mais dans certaines situations, on peut imaginer que le véhicule va avancer tout seul grâce au moteur thermique. Si vraiment vous êtes à faible vitesse, grâce à la machine électrique, pardon, si on monte une quinzaine de kilowatts, il y a certaines phases de fonctionnement où les constructeurs prétendent pouvoir faire avancer le véhicule juste avec la machine électrique. Ça demande à être confirmé, mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que cette machine électrique, on part de petit, mais on va petit à petit grignoter les conditions d'usage du moteur thermique pour faire en sorte qu'on élimine toutes les situations, le patinage d'embrayage ici notamment, où le moteur thermique est mal utilisé. On va remplacer ça par de l'électricité. Alors le mode boost maintenant, simplement, on a deux machines dans le véhicule, un moteur thermique, une machine électrique. Eh bien, on va se dire que l'une et l'autre vont aider à assurer la propulsion. Donc vous avez deux machines, un moteur thermique, une machine électrique, et quand vous accélérez, eh bien, au lieu d'avoir un moteur thermique comme celui-ci qui a peu de brio, eh bien, en couplant moteur thermique et machine électrique, vous avez l'impression d'avoir un très gros moteur avec beaucoup de couples. Et en fait, c'est une illusion. Ce couple-là est produit à partir du couple du moteur thermique qui vient se faire aider par une machine électrique. Donc ça, c'est très intéressant parce que vous pouvez travailler sur un moteur thermique d'une manière différente et vous récupérez du couple grâce à la machine électrique qui est positionnée ici. Bien sûr, quand le véhicule décélère, on va récupérer de l'énergie au freinage. Et puis le mode tout électrique, c'est ce qu'on va trouver sur les véhicules hybrides les plus avancés, comme la Toyota Prius. Ils ne sont plus les seuls, mais ils étaient les premiers. C'est toujours le même cycle ici, mais donc ici, c'est toujours le diagramme de fonctionnement du moteur thermique. 1, il est en marche, 0, il est arrêté. Vous notez que sur toutes ces surfaces jaunes ici, le véhicule avance alors que le moteur thermique est arrêté. Donc ça veut dire qu'on a mis dans la transmission quelque chose qui permet de découpler le moteur thermique des roues. Le plus simple, c'est un embrayage. Des solutions futées comme Toyota, c'est un train épicycloïdal qui permet de faire patiner en quelque sorte le moteur thermique. Il y a des trains de pignon qui permettent de rouler alors qu'une partie du train est à l'arrêt. Et dans ces zones de fonctionnement, eh bien, on a remplacé des zones de très mauvais fonctionnement du moteur thermique avec un très mauvais rendement. Tout simplement, on a zappé le moteur thermique et on a mis à la place de la propulsion électrique. Dans toutes ces zones assez défavorables, tous les décollages du véhicule, tout ce que vous faites quand vous êtes en première avec un embrayage qui patine, c'est désastreux du point de vue du rendement. On a tout zappé ça et on a remplacé ça par des phases électriques. On a donc dit que dans ces véhicules, la batterie était un tampon de puissance. Si on le sculpte un tout petit peu plus en détail, qu'on met des capteurs dessus et qu'on regarde sa profondeur de décharge, là vous reconnaissez, c'est toujours le même cycle, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est 3 véhicules que l'on avait achetés et testés dans les différents laboratoires où j'ai pu travailler. Une Toyota ici, la première génération, une Nissan Tino qui a rapidement disparu du marché, mais qui était très innovante avec une batterie lithium-ion il y a plus de 15 ans, c'était très novateur. Une Honda Insight très basique, mais vous voyez que l'un et l'autre ont la particularité d'avoir une batterie qui est toujours à peu près au milieu et avec des amplitudes qui vont de 3 à 10-12%, c'est-à-dire qu'une batterie de Prius, toute sa vie, elle est autour de 50%. Si vous essayez de la martyriser pour la faire monter ou descendre, elle va revenir. Les lois du calculateur qui sont en bord sont très efficaces et vont ramener ces batteries autour
de l'état de charge de 50%. C'est du reste pour ça que dans ces véhicules, vous n'avez pas à vous en soucier, vous n'avez pas à la recharger. C'est le moteur thermique, plus un petit peu la décélération, le freinage, qui va assurer le bilan énergétique qui va bien pour que la batterie reste toute sa vie entre ces deux, autour de 50%, avec des toutes petites dérives, mais qui sont somme toute assez mineures. Donc ça, c'est le véhicule hybride qui a envahi le marché à partir des années 90. Si on regarde dans ce type de véhicule, comment est utilisé le moteur thermique? Donc là, vous avez le régime, c'est ce que vous lisez sur le contour de votre véhicule. Et là, vous avez le couple développé, c'est plus ou moins homogène à l'enfoncement de l'accélérateur que vous allez réaliser. Là, vous avez la courbe de couple maximum, et là, vous avez les courbes d'iso-rendement du moteur. Les motoristes ont l'habitude de parler en grammes par kilowattheure, c'est l'inverse d'un rendement. Plus le chiffre est petit, meilleur le rendement va se trouver. Là, on est dans des rendements qui sont dans les 30-33%. Et vous notez que sur un véhicule hybride, les mesures que l'on réalise montrent que vous soyez en urbain ou en extra-urbain, le moteur thermique est toujours utilisé au plus près de sa zone de meilleur rendement. Je n'ai pas le diagramme ici, mais on aurait réalisé la même analyse sur un véhicule conventionnel en urbain, on aurait trouvé une grosse patate ici, avec beaucoup d'usages à petite vitesse, faible charge, qui sont liés aux faibles vitesses de votre véhicule. Ici, toutes ces zones qui étaient là ont été remplacées par des zones électriques. C'est-à-dire que le calculateur qui va gérer tout ça va de lui-même a été programmé pour faire en sorte que ces zones de mauvais rendement du moteur thermique soient remplacées par des zones de fonctionnement tout électrique. Et lorsque le moteur est utilisé, le moteur thermique, eh bien, il remplit deux fonctions. D'abord, il assure la demande du conducteur, la propulsion du véhicule, et ensuite, il assure la recharge de la batterie pour remettre le peu d'énergie qui a été dépensée dans la phase tout électrique qui est avant. Mais vous voyez que ce sont des véhicules qui présentent de très bas niveaux de consommation, mais essentiellement parce qu'on a poussé l'optimisation très loin de tous les composants et de la manière dont les composants sont utilisés. Alors, l'exemple de Toyota, Toyota a compris très rapidement que la batterie était un problème. Jean-Marie ne dira pas le contraire. Et un bon moyen pour adresser un marché et vendre des véhicules, c'était de contourner le problème. Et un bon moyen pour contourner le problème, c'était de réduire la taille de la batterie. Ça, c'est la première Prius qui a été mise sur le marché il y a plus de 20 ans maintenant. Vous voyez que la motorisation pouvait assurer 57 kW et à peu près 800 km d'autonomie grâce au carburant qui est dedans. Et l'espace qui est réservé au mode tout électrique, qui s'appuie une batterie nickel métal hydrure à l'époque, c'est pas plus de 20 kW et 1 ou 2 km maximum. Si le conducteur est vraiment gentil sur la pédale, si le conducteur est une brute, c'est 0 km. Donc ça, c'est quelque chose d'assez notoire. Et vous voyez que 1,3 kWh d'énergie, on en est à l'heure actuelle à 40 kWh sur une Zoé et 100 kWh sur une Tesla. Donc vous voyez que ce n'est définitivement pas une batterie d'énergie. C'est vraiment un tampon de puissance. 20 kW, 1,3 kWh, c'est peu ou prou l'énergie que vous avez dans votre batterie de démarrage au plomb. Par contre, votre batterie ne vous fournira jamais les 20 kW. Donc c'est vraiment un tampon de puissance ici. Et eh bien, Toyota a proposé ça sur le marché. Et on a beaucoup travaillé sur les différents modèles. Vous voyez que ça, c'est de la consommation selon trois types d'usages. L'usage urbain, l'usage extra-urbain et le mixte qui est une moyenne pondérée des deux premiers. Ça, c'est la norme que l'on trouvait en Europe jusqu'à l'année dernière, comme je le disais tout à l'heure. Trois conditions d'essai avec donc trois valeurs. La première Prius qu'on avait donc achetée au Japon, on l'a mesurée en 97. Elle est venue au laboratoire en 98 avec son volant à droite. Elle venait directement du Japon. Et vous voyez que 5,5 litres pour de l'essence, il y a 20 ans, c'était somme toute pas mal. On l'avait testé que sur ce cycle mixte. Ce qui est remarquable, c'est qu'au fur et à mesure que Toyota a mis sur le marché une nouvelle Prius, avec le même principe, mais en faisant ce que les Japonais appellent du Kaizen, on va optimiser partout, eh bien, vous voyez plusieurs choses. D'abord, la consommation urbaine s'est rapprochée de la consommation extra-urbaine. Ici, la moyenne pondérée, elle est nécessairement entre les deux. Vous voyez que le diagramme s'est aplati. Il est même inversé maintenant, ce qui est assez... On consomme moins en urbain qu'en extra-urbain, mais le diagramme s'est aplati et tout ceci est parti vers le bas. Et pourtant, c'est toujours une motorisation à partir d'un moteur thermique essence, deux machines électriques et une batterie, très longtemps nickel hydrure, maintenant une batterie lithium, mais le principe est exactement le même. Tout ceci
c'est de l'optimisation des composants et de la gestion du système. C'est très très fort. On est maintenant avec des véhicules essence qui sont dans les 3 litres au 100, qui présentent d'autres petits problèmes qui peuvent être un peu désagréables, mais néanmoins, du point de vue de l'énergie, on peut dire quand même que c'est un succès. 20 ans et 10 millions de véhicules vendus. Donc l'approche de Toyota de mettre une petite batterie sur ce type de véhicule s'est avérée gagnante. Néanmoins, alors juste une dernière chose avant de passer à d'autres types d'hybrides, l'approche de Toyota a fait des petits, elle est ici l'approche de Toyota, on a 2 machines électriques qui sont à la place de la boîte de vitesse, et le moteur thermique est ici. Ça c'est un diagramme de Valeo qui nous montre qu'on a tout un tas d'architectures possibles, c'est très très riche, c'est très varié. Si vous parcourez un petit peu les différents catalogues, eh bien vous verrez que les constructeurs proposent de mettre des machines électriques un petit peu partout dans la transmission. Et donc, pour l'acheteur qui doit acheter un véhicule, ce n'est pas simple, parce que chacun va vous dire que sa solution, bien sûr, est la meilleure. Donc, c'est relativement complexe, mais les constructeurs et les équipementiers ont à peu près essayé toutes les solutions pour placer la machine électrique entre le moteur thermique et les roues. Sur la courroie, sur le volant d'inertie du moteur, ici, une machine de cette forme, une machine en forme de pizza que l'on va glisser ici, des machines liées à la boîte de vitesse, des machines dans la boîte de vitesse, à la place de la boîte de vitesse, et même PSA a testé une machine qui était sur l'essieu arrière de la 3008 et de la 508 hybride, qui n'est plus vendue, mais qui permettait d'avoir un véhicule 4x4 avec la motorisation thermique devant, la motorisation électrique arrière. C'était assez astucieux. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle sur ce type de véhicule hybride. À peu près tous les constructeurs en ont un à leur catalogue, avec toute cette variété de situations. Et maintenant, certains constructeurs ont été challengés. C'est intéressant parce qu'on a voulu aller plus loin et se dire finalement, cette batterie, on va lui donner un tout petit peu plus qu'un rôle de tampon et on va la recharger comme on le ferait pour un véhicule électrique. Et donc, on a ici toujours une réserve d'énergie grâce au carburant, mais on a cette fois-ci un cahier des charges de batterie qui est un petit peu plus complexe. On va toujours lui demander de faire un tampon de puissance, mais on va lui demander de contenir un peu d'énergie. Typiquement, une Prius non rechargeable, on a vu que c'était 1,3 kWh total. Un hybride rechargeable, on va être entre 8 et 15, 8 et 16 kWh. Et un tout électrique de 40 à 100 kWh. Donc vous voyez qu'il y a une gradation qui est à peu près continue entre ces différents types de stockeurs embarqués. On va bien sûr avoir toutes les fonctionnalités que l'on a vues précédemment, mais vous voyez que cette fois-ci, on a 2 vecteurs énergétiques, et là, l'usage du véhicule et son évaluation commencent à être vraiment complexes, parce qu'on va voir qu'on peut jouer sur ces 2 usages de véhicule, et suivant ce que le possesseur, le conducteur du véhicule va faire, on va obtenir des résultats qui pourront être complètement différents en fonction de ce que l'on va utiliser, de l'électricité, du carburant, l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre. Alors au niveau des émissions de polluants, on va voir que si on roule sur l'électrique, on va pouvoir éliminer les polluants locaux. On peut également éliminer le bruit lorsqu'on est en zone ZEV, ça c'est intéressant. Et on a donc, comme je l'ai dit, 2 vecteurs énergétiques, donc c'est un véhicule dont l'évaluation devient très complexe. Alors, comment fonctionne la batterie ? Tout à l'heure, on a parlé d'une batterie, on a montré des courbes où la batterie était toujours à peu près, alors ici, au milieu, 50%. Ici, on a une batterie qui va avoir 2 types de fonctionnement. Tout d'abord, on la recharge la nuit et au début de l'usage, elle se comporte comme une batterie de véhicule électrique, c'est-à-dire qu'elle se décharge. C'est ce que les anglo-saxons appellent le charge deplating. La batterie voit son niveau de décharge atteindre un minimum qui est fixé par le calculateur. Et lorsque l'on atteint ce minimum, eh bien, le véhicule va se comporter comme un véhicule hybride, comme celui que l'on a vu précédemment, à la différence qu'au lieu de stabiliser la batterie autour de 50%, on la stabilise à son minimum, juste un tout petit talon au-dessus du minimum, mais pour la batterie, ce n'est pas forcément simple. Et on a donc 2 comportements différents. Ici, on est proche d'un véhicule électrique, pas tout à fait, parce qu'on a quand même un moteur thermique. Ici, on est comparable à un véhicule hybride, avec la différence qu'au lieu de travailler dans les 50, on va travailler plutôt à une profondeur de décharge qui va être peut-être de 20 à 30%, bien plus basse que celle que l'on a vue précédemment.
Et si l'on revient à notre diagramme puissance-énergie, ce qui est assez remarquable, c'est que Toyota a vendu énormément de Prius et a vendu beaucoup de Prius aux États-Unis. Et Toyota a été en quelque sorte challengé parce qu'on lui a demandé, les acheteurs ont demandé, ont plébiscité un hybride rechargeable. Et Toyota, c'est des gens prudents, ils n'ont absolument jamais voulu créer une version rechargeable de leur Prius. Et ce qui est arrivé, c'est que des bricoleurs de génie ont fabriqué aux États-Unis, en Californie essentiellement, des Prius rechargeables. Alors comment on fait une Prius rechargeable? Alors il y a deux méthodes. On ajoute une deuxième batterie au lithium dans le coffre, en plus de la batterie nickel-hydrure, ou si on est plus astucieux, on enlève la batterie nickel-hydrure et on ajoute une deuxième batterie lithium à la place des deux, à la place de cette batterie. Et bien sûr, Toyota ne collabore pas avec ses fabricants, et donc ce qui est assez astucieux, c'est que ces gens-là ont craqué le code du véhicule, ils ont récupéré l'information qui était état de charge batterie. Et là, vous imaginez que c'est assez simple. Quand vous avez cette information, vous envoyez au calculateur le fait que la batterie est toujours bien chargée et vous laissez votre batterie se décharger. Dans ce cas-là, le calculateur va en permanence solliciter la motorisation électrique, il va laisser de côté le moteur thermique parce qu'il va avoir comme information le fait que sa batterie est toujours pleine. Donc c'est bête, un calculateur, ça sait faire beaucoup de choses, mais on peut le leurrer. Alors, il y a quand même des petits problèmes de thermique, parce que vous comprenez bien que vous allez surutiliser la motorisation électrique, donc c'était assez osé. Et il y a plusieurs spin-off, plusieurs start-up, qui se sont montés et qui, quand vous ameniez votre Prius, vous la récupériez qu'une deuxième prise de courant, un chargeur, une batterie, vous voyez, 5 à 9 kWh, on partait de 1,2 kWh, et ces véhicules présentaient 20, 30, 40 km d'autonomie tout électrique. Alors quand vous exprimez ça en miles par gallon, c'était la fête, c'était des véhicules qui dépassaient les 100, 200 miles par gallon, puisque vous alliez taper dans l'électricité au lieu de taper dans le carburant. Et bien, Toyota a réagi un petit peu après, poussé par le marché, poussé par cette fois-ci par la demande, et en partant de sa Prius de base, ils ont d'abord réalisé un modèle très mauvais, avec une batterie beaucoup trop petite, 15 à 20 km, ce n'était pas suffisant, donc ce modèle a été challengés par la concurrence et ils ont été amenés à faire un deuxième modèle qui est à peu près celui qu'on trouve à l'heure actuelle. Donc vous voyez qu'on est passé de 1,3 à 8,8 kWh et cette fois-ci ce véhicule, vous aviez 25 puis 38, maintenant on a 70 kW que l'on peut opérer en mode tout électrique avec une autonomie qui peut atteindre les 50 km. Donc vous avez un véhicule qui commence à présenter des capacités électriques intéressantes pour peu que tous les soirs vous rechargiez la batterie, bien évidemment. Si on regarde maintenant l'état du marché, on est toujours en puissance énergie, on retrouve notre Prius ici, la première, et on voit que les constructeurs se sont positionnés et vous avez tout un tas de solutions et vous remarquez qu'elles sont toutes différentes en puissance électrique et elles sont toutes différentes en autonomie. Et donc, on comprend bien que ces véhicules vont avoir des comportements différents. Néanmoins, ils s'appellent tous hybrides rechargeables. Alors, pour qu'on s'y retrouve un peu, celui-ci, qui est donc une BMW, que vous pouvez aller essayer chez BMW, elle existe en tout électrique et elle existe avec un tout petit moteur thermique dans le coffre qui lui permet, ça dit bien ce que ça veut dire, un range extender. On peut rentrer à la maison quand la batterie est vidée. Mais on va voir qu'on rentre à la maison dans certaines conditions qui sont assez restrictives. Donc, on a ici des batteries très faibles en énergie, on a des batteries 16 kWh plus intéressantes. Il y a des laboratoires aux États-Unis qui ont travaillé sur de la statistique d'usage en mettant des capteurs dans les véhicules hybrides rechargeables. Et vous voyez qu'il y a une certaine logique. Ici, en vert, c'est ce qu'on appelle aux États-Unis les IVMT, c'est-à-dire la fraction de la distance que vous allez parcourir en mode électrique, en pourcent. Eh bien, vous voyez qu'une petite batterie, on ne dépasse pas les 16%, et sur un véhicule comme celui-ci qui est l'Ampera, avec une batterie de 16 kWh, pratiquement les 3/4 des usages sont réalisés en mode électrique. On peut penser que le quart restant, ça va être les week-ends ou les vacances, où là, on a vraiment besoin de l'autonomie, et ce véhicule, l'intérêt, c'est qu'il sait tout faire. Ça rejaillit sur le prix, bien sûr, il n'y a pas de mystère. Et si on regarde un petit peu quelques cas extrêmes, on a donc notre Prius ici avec son mode tout électrique, 38 kW, ça c'est la 2013
15 à 22 km. Et si on appuie trop sur l'accélérateur, on met le moteur thermique en route. Si on atteint l'autonomie électrique, on le met également en route. Ça, c'est des besoins de puissance, ça, c'est des besoins d'énergie. À l'autre extrême, vous avez la BMW i3, véhicule très performant en mode électrique, 125 kW, mais comme je le disais tout à l'heure, si vous devez arriver au bout de la batterie et que vous avez besoin du range extender, lui ne fait que 25 kW. Donc attention, si vous faites un Paris-Marseille, vous allez le commencer en fanfare et vous allez le finir sur la voie de droite avec les camions. Donc ça pose quand même il y a des choses à savoir avant d'utiliser votre véhicule. Et puis vous avez ceux qui n'ont pas voulu faire de compromis. Vous avez un véhicule comme l'Opel Ampera ou la GM Volt qui est qualifié de no compromise. Vous voyez que les performances sont les mêmes, que la batterie soit pleine chargée en mode électrique ou que vous ayez le moteur thermique qui vienne vous aider en mode charge sustaining. Quand vous appuyez sur l'accélérateur, le véhicule répond avec exactement les mêmes caractéristiques de puissance. Celui-là est le plus sophistiqué, c'est pas loin d'être le plus cher. Sinon, on regarde un petit peu maintenant comment ça se passe. Ça, c'est des analyses que l'on a réalisées sur des bancs d'essai. On teste des véhicules, vous avez de la vitesse en fonction du temps, et vous voyez un profil, on répète le même cycle ici plusieurs fois, et vous avez l'état de charge de la batterie que vous lisez à droite. On a chargé la batterie la nuit, la batterie se décharge au minimum, et ensuite elle est maintenue ici, il n'y a pas de surprise, c'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Charge depleting et charge sustaining comme un véhicule hybride conventionnel. Et ici, on retrouve notre fonctionnement moteur thermique. 0, il est à l'arrêt, 1, il est en marche. Vous voyez qu'ici, on a testé une Opel Ampera, donc c'est celle-ci, là, no compromise, on sait tout faire. Ça se vérifie bien. Ça, le USO cycle, c'est un cycle qui est assez agressif. Et vous notez que même avec un cycle agressif, tant que la batterie n'a pas atteint le minimum, il n'y a pas de moteur thermique mis en jeu. Là, vous avez un vrai véhicule électrique, vous pouvez faire une soixantaine de kilomètres. En appuyant sur le champignon à fond, vous allez rester dans un mode électrique. Au bout des 60 km, le moteur thermique se met en route, et là, vous pouvez faire 1000 km avec un comportement de véhicule conventionnel, hybride conventionnel. Un autre qui est une Ford, qui est beaucoup moins motorisée en électrique, et vous voyez que si on met ce cycle, toujours USO 6, qui est assez dynamique, eh bien vous voyez que là, ça ne va pas du tout, le moteur thermique marche à peu près tout le temps. Vous notez que la fréquence d'utilisation ici est moins grande que là, puisque là, on a de l'énergie qui vient de la batterie, alors que là, la batterie fonctionne en tampon, mais ne fournit plus au global de l'énergie. Et donc, on a là un moteur thermique qui fonctionne en permanence. Ce véhicule-là, vous ne pourrez pas l'utiliser dans Paris, si vous êtes un peu agressif au volant, le jour où Paris est interdit aux véhicules électriques, il vous faudra prendre celui-ci. Donc vous voyez que le comportement est différent. Si maintenant on garde le même véhicule mais qu'on change le cycle, c'est le même véhicule, mais on a pris un cycle qui est le nouveau cycle européen, qui est beaucoup moins sévère en termes de performance dynamique, eh bien vous remarquez que le même véhicule est utilisé différemment. Vous n'avez pratiquement plus besoin du moteur thermique, sauf de temps en temps, quand on a une accélération ici, eh bien, le moteur thermique s'est mis en marche pour venir assurer les performances dynamiques qui étaient demandées par le conducteur. Néanmoins, le moteur thermique ne marche pas les autres phases, et vous notez que ça devient très compliqué quand on gère le fonctionnement du catalyseur de ce moteur, parce que vous devez le maintenir chaud pour ce démarrage-là, et vous l'avez chauffé pratiquement pour rien, parce qu'après, il n'est plus utilisé. Et vous avez besoin de le réchauffer pour ne pas avoir de bouffées de polluants ni ici, ni ici. Donc vous voyez que la gestion de tout ceci devient extrêmement complexe. Le moteur thermique est là finalement de temps en temps lorsqu'on en a besoin. Néanmoins, il faut le maintenir en condition pour que quand vous en avez besoin, vous puissiez l'utiliser sans avoir une bouffée d'émissions de polluants, simplement parce que votre catalyseur ne fonctionne pas, parce que sa température est trop froide. Donc vous voyez que ce véhicule-là, bien sûr, n'a pas la même consommation de carburant ici et là. Donc ça, c'est un problème qui est relativement complexe à résoudre. Quelle est la valeur de consommation de carburant que l'on va donner à un véhicule de ce type-là? Donc là, le législateur s'est penché sur cette affaire, et on a une norme qui est la deuxième. Il y en avait une qui a donc changé l'année dernière, et je vous ai présenté ici très brièvement la nouvelle norme que l'on met en place, qui existe à l'heure actuelle. Ça consiste à répéter des cycles comme ceci. Là. Vous voyez qu'ici, on a des cycles qui s'enchaînent. On met le véhicule sur un banc d'essai, et puis on répète ces cycles les uns derrière les autres en partant batterie pleine.
Et on va donc répéter ces cycles. Vous voyez que, alors c'est très très macroscopique, hein, il y en a peut-être un peu moins, mais entre les barres rouges, chaque fois, c'est un cycle qui se répète entre le maximum de batterie chargée jusqu'au minimum, jusqu'à passer ce point de virage là qui nous fait passer d'un mode charge depleting à un mode charge sustaining. Il faut absolument aller jusqu'à ce changement de mode et on réalise un cycle en plus pour pouvoir accéder à différentes choses. D'abord, les consommations avec un S de carburant durant tous ces cycles, elles peuvent être nulles ou ne pas être nulles, vous l'avez compris, suivant les caractéristiques de votre véhicule. Et ensuite, la consommation en mode charge sustaining, elle, en général, pour un cycle donné, c'est la même, hein, puisque si vous avez le cycle d'usage, la batterie est utilisée en tampon, mais elle ne se décharge plus, vous avez donc la même consommation. On récupère donc un lot de consommation de carburant ici, qui peuvent être nulles ou pas, et ici, on récupère une consommation. Alors tout ceci, ça se déplace selon les caractéristiques de votre véhicule. Si vous avez un hybride rechargeable avec une petite batterie, tout ceci part vers la gauche. Si vous avez une grosse batterie, tout ceci part vers la droite. Et la deuxième étape, c'est que on va utiliser des courbes statistiques. Et ces courbes statistiques ont été établies à partir d'analyses du trajet que l'on fait tous les jours avec nos véhicules toute l'année. Elles nous donnent ici, en fonction de la distance que l'on a là, une sorte de pourcentage. Alors, à distance nulle, personne n'est satisfait. Et à la distance infinie ici, 100% des usagers seront satisfaits. Et eh bien, vous avez un pourcentage d'usagers satisfaits en fonction de la distance que vous leur offrez. Si c'est par exemple 20 km, vous avez 40% des gens qui ne font pas plus de 20 km par jour. Ça paraît surprenant, mais c'est la vérité des statistiques, c'est un peu brut, et la moitié des gens ne font pas plus de 70 km par jour. Donc cette statistique va nous permettre en quelque sorte de faire un calcul pondéré entre ces conditions-là et ces conditions-là, avec un objectif qui est essayer de trouver quelque chose de réaliste à proposer à l'acheteur du véhicule. Et on a donc une formule alambiquée qui est pas compliquée, mais dans son principe, on va donc faire une somme sur tous nos cycles K de la première partie avec toutes nos consommations en charge depleting. C'est un sigma des utility factors, c'est ces coefficients-là. Et puis après, sur la partie charge sustaining, on fait le complément, c'est-à-dire ça, c'est le sigma des UF, ça c'est 1 moins le sigma des UF, c'est-à-dire le complément entre là et l'infini, je dirais, et à qui on affecte cette consommation de carburant batterie stabilisée. Et de toute cette équation, on va sortir un chiffre. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr ce chiffre, vous comprenez que ça c'est le même diagramme, mais si vous ne faites que 10 km, le camembert vert, c'est de l'électricité. Si vous avez bien chargé votre batterie la nuit, si vous ne faites que 10 km, vous allez consommer pratiquement que de l'électricité. Si c'est une ampéra, vous ne consommez même que de l'électricité. Et au fur et à mesure que votre trajet s'allonge, votre camembert va passer en marron. Et si vous faites 1000 km, le camembert est intégralement marron. Vos 16 kWh ne pèsent plus rien par rapport aux centaines de kilowattheures que vous allez utiliser sur des trajets qui sont beaucoup plus longs. Et on a donc le législateur sorti quelque chose d'intéressant. Vous voyez qu'avec un calcul comme ça, une BMW 740 sort à 2,5 litres au 100. Donc effectivement, vous comprenez que ça peut poser problème, parce que si vous faites Paris-Marseille avec le véhicule, bien évidemment, vous n'aurez pas 2,5 litres au 100. Vous allez avoir quelque chose qui est plus près de cette consommation-là, qui est plus près des 7 à 8 litres que 2,5 litres. 2,5 litres est donc une valeur qui est pondérée sur l'ensemble de ses usages. Néanmoins, ce sont des véhicules que l'on... Alors celui-ci, je l'ai pris parce qu'il est extrême, hein, loin de moi de faire l'apologie de ce type de véhicule, mais il y a quand même un intérêt de ces véhicules, c'est que vous pouvez les utiliser à l'intérieur. Si c'est une camionnette de livraison, vous pouvez venir de Rungis en mode hybride, à grande vitesse sur l'autoroute, vous commutez en passant le périphérique et vous parcourez tout Paris intramuros, la nuit par exemple, si vous voulez être hors congestionné, vous avez un véhicule qui ne fait pas de bruit, qui peut faire des livraisons la nuit et ressortir ensuite. Rejoindre Rungis, vous n'avez pas besoin de mettre 50, 60 ou 100 kWh de batterie dedans. Vous pouvez, avec un hybride rechargeable, assurer les missions de ce type-là. Néanmoins, quand on s'adresse à des particuliers, attention, il peut y avoir des déboires sur la manière dont les valeurs sont calculées. Bon, si on regarde un tout petit peu maintenant les perspectives de marché, donc attention, il s'agit d'évaluation, c'est vraiment à prendre avec des pincettes parce que
On n'est pas loin de la boule de cristal quand on regarde 2050. Mais les grandes tendances, vous voyez que... donc ça, c'est mondial. Hein, vous avez les ventes en millions, là. Essence et diesel, bon, d'abord, au niveau mondial, le ratio essence-diesel est complètement différent de celui qu'on connaît en France et en Europe. Hein, vous voyez que le diesel est un problème moins aigu à l'étranger. Mais vous voyez que d'ici une paire d'années, eh bien, on évalue qu'on aura une diminution des ventes de ces véhicules. Et vous voyez apparaître progressivement des véhicules donc hybrides avec un niveau d'électrification et une batterie relativement modeste, puis de plus en plus de véhicules hybrides rechargeables qui vont pratiquement faire jeu égal avec les véhicules électriques. Donc ça, c'est intéressant comme statistique. Et puis, vous voyez quand même que le véhicule à pile à combustible, lui, pourra avoir sa place dans un futur relativement lointain. Mais on travaille, nous, sur l'hybride rechargeable, mais beaucoup de gens travaillent sur le véhicule à pile à combustible qui, lui, pose tout un tas d'autres problèmes. Mais donc voilà un petit peu, c'est le site de l'AIE, on trouve d'autres évaluations un tout petit peu différentes. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans le futur, on aura sans doute un mixte de différents types de véhicules et que ça va devenir compliqué de bien choisir le véhicule pour l'usage que l'on va en faire. Le métier de client d'un véhicule, alors peut-être qu'à cette époque-là, on n'achètera plus que des kilomètres et pas des véhicules, et que celui qui nous fournit les services, finalement, nous fournira le véhicule qui nous est nécessaire en fonction de l'usage que l'on veut en faire. Ça peut être une solution dans le futur. Bon, très brièvement, en termes de conclusion, pour prendre un mot à la mode, cette électrification des véhicules, elle est en marche. Hein. On commence à avoir des volumes significatifs. On a une très grande variété de solutions, de l'hybride, du stop-start jusqu'au full, du rechargeable, des range extenders comme la BMW, du tout électrique, du véhicule à pile à combustible. On a un kaléidoscope de solutions. L'importance des politiques globales et locales, effectivement, ça peut être des incitations, mais ça peut être également des interdictions d'utiliser votre véhicule polluant. Donc ça, c'est beaucoup plus coercitif. C'est un peu le cas en Chine. Le coût d'achat est encore élevé, mais on commence à avoir des TCO qui commencent à devenir intéressants. Donc ça, pour les gens qui gèrent des flottes, notamment, le TCO est un point important. Dans le TCO, il y a une grande incertitude sur ce que l'on fera de la batterie quand le véhicule, quand elle est déclarée plus opérationnelle pour le véhicule, elle aura perdu 20-25% de sa capacité. Elle peut avoir une deuxième vie qui vienne ici améliorer le TCO. Ça, c'est des choses qui sont en train d'être regardées. Un point qui est important, c'est que le véhicule électrique ne va pas aller tout seul. Il va aller avec d'autres progrès. Et les anglo-saxons utilisent beaucoup ce terme ACES, c'est-à-dire que notre véhicule, non seulement il sera électrique, mais il sera automatique, il sera connecté et il sera partagé. Et l'électrique ne sera somme toute qu'une composante de cet ensemble qui est plus large. On va avoir besoin d'infrastructures. Dès l'instant où l'on veut brancher un véhicule, eh bien, il va falloir de l'infrastructure, il va falloir amener de la puissance. Il y a donc des investissements, il va y avoir des gestions qui sont à faire. Et puis, pour être futuriste, on parle de V2H et de V2G. Ça veut dire que le véhicule n'est plus simplement un consommateur comme un chauffe-plat qui prend de l'énergie, il va échanger de l'énergie. Alors, avec votre habitat, c'est le véhicule to home. Si vous avez des panneaux solaires, on peut imaginer une batterie stockée dans votre habitat, par exemple une batterie de véhicule reconditionnée en deuxième vie, et vous avez de l'échange d'énergie entre votre véhicule qui est branché et votre habitat. Le concept un petit peu plus avancé, c'est le véhicule to grid. Cette fois-ci, l'énergie est échangée non seulement entre le véhicule, votre habitat, mais l'habitat du voisin. C'est-à-dire qu'on remonte un cran plus loin et qu'on a des réseaux qui sont bidirectionnels. Donc là, on a un problème de sécurité, un problème de tarification qui sont relativement complexes. Il y a beaucoup de labos qui travaillent là-dessus. On a des pays qui peuvent... des outils industriels à adapter, hein, mais là, les constructeurs ont pris le pas. Hein. Renault fabrique ses machines électriques, il intègre ses batteries. Les Zoé sont fabriqués sur la même chaîne que la Clio. Vous avez 3 thermiques, une électrique en même temps. Donc là, les constructeurs sont en train de faire d'énormes progrès sur l'adaptation de leur outil industriel. Des pays qui peuvent initier une rupture, on a l'habitude de dire qu'en Chine, par exemple, le client n'est pas roi. Et les Chinois rient en disant chez nous, un Chinois va acheter une voiture électrique, pas forcément parce qu'il l'aura choisie, mais parce qu'on ne lui aura pas laissé le choix d'en prendre une autre. Donc vous voyez la nuance,
à méditer pour nos sociétés. Donc une grande variété de vecteurs énergétiques, hydrocarbures, électricité, hydrogène avec le véhicule à pile à combustible, et vous voyez que tout ça va être extrêmement compliqué dans le futur, et on l'a dit tout à l'heure, mais un bilan environnemental est absolument nécessaire. Il faut considérer le véhicule, il faut considérer l'énergie qui vient sur le véhicule, et il faut considérer la vie globale du véhicule. On appelle ça du berceau à la tombe. Il faut créer le véhicule, l'utiliser et le démanteler en fin de vie. Voilà, j'en ai terminé, je ne vous ai pas trop ralenti, pas trop pris de temps. Merci de votre attention.